tous les gens voient le changement. Qui n'en peuvent plus, à des idées qui n'avaient plus cours depuis longtemps. Les choses ont évolué de manière très défavorable. Bonsoir à tous pour le Zoom de ce soir. Aujourd'hui, un débat sur un sujet évidemment qui vous intéressera tous, la réinfosphère. Avec moi, Bruno de la Robière. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, je crois qu'on peut le dire comme ça pour le résumer. C'est un oxymore. Hein. Ah ben Jean-Yves commence très fort, évidemment, et Jean-Yves Le Gallou, que tout le monde connaît, présentateur de Immédiat, l'émission de réinformation, mais également président, fondateur du site de réinfo Polémia. Alors pour le débat, on a quand même un problème, deux absents dans ce débat, puisque forcément David Doucet et Dominique Albertini, les deux journalistes qui ont produit un livre intitulé « La fachosphère », sur le terme sur lequel on reviendra juste après, n'ont pas souhaité venir débattre à nos côtés. Alors ce qui est dommage, parce qu'on peut constater quand même que dans leur ouvrage, la réinfosphère, elle, a joué le jeu, peut-être parfois un peu trop d'ailleurs, mais a joué le jeu pour répondre à leurs questions. Partant de ce constat, on va donc déjà se concentrer sur le titre de cet ouvrage, La fachosphère. Est-ce que c'est un titre finalement amusant, qui relevait plutôt du marketing, qui a été choisi dans ce but, ou est-ce que vous pensez qu'il y a déjà, Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une volonté de discrédit, de dévalorisation en fait de la réinfosphère, en la cataloguant directement fachosphère? Oh bah écoutez, moi j'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs Dominique Albertini et David Doucet, qui ont fait un ouvrage intéressant. Et quand je leur ai dit, mais quel est le titre que vous allez prendre pour votre ouvrage, l'un d'entre eux m'a dit la réinfosphère. Et je lui ai dit non, vous ne prendrez pas la réinfosphère, parce que si vous prenez la réinfosphère, vous ne trouverez pas d'éditeur, et donc vous appellerez ça la fachosphère, parce qu'à ce moment-là, c'est plus drôle, c'est plus choquant, c'est plus vendeur, et vous trouverez un éditeur. Et ils m'ont dit oui, mais celui que j'ai vu m'a dit non, je préférerais la réinfosphère. Mais évidemment, commercialement et politiquement, ça ne pouvait être que la fachosphère, parce qu'il y a des choses. Quand on livre un combat politique sur la ligne politiquement incorrecte, il faut savoir qu'on a deux solutions par rapport aux grands médias mainstream. On a la solution du silence, on ne parle pas de vous, ou on a la solution de la diabolisation, on parle de vous, mais en mal. Et le livre, de ce point de vue-là, bon, il y a à boire et à manger, parce que le contenu est plutôt convenable, il décrit les choses, ils ont vu les interlocuteurs, ce qu'il raconte est globalement assez juste, mais le titre, évidemment, le titre a une petite fonction diabolisante, d'autant plus que quand le livre a été présenté dans les médias mainstream, on a insisté sur ce côté-là, et au fond, ça a servi à la réinfosphère à apparaître comme un objet d'intérêt pour les médias mainstream, bien sûr, sous l'angle de la diabolisation. C'est tout à fait classique. Moi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je dirais pas un siècle quand même, faut pas exagérer, j'ai pas l'âge de Juppé, mais que la méthode est utilisée. On pourrait quand même peut-être s'arrêter sur quelque chose, c'est que la réinfosphère, c'est pas uniquement la réinfo de la droite ou de la droite et de la droite. C'est peut-être un peu réducteur de parler de fachosphère pour parler de la réinfosphère. Il y a aussi des médias alternatifs qui n'ont pas forcément vocation à diffuser des idées de droite, voire de droite de la droite. Oui, mais peu et moins puissant. Moins dans l'air du temps, moins suivi. J'ai lu le livre d'Albertini et Doucet, bien sûr. Je l'ai trouvé plus qu'intéressant, en tout cas plus que juste sur les principaux sujets étudiés. Je pense aux deux vaisseaux amiral que sont F de Souche et le Salon Beige. La critique que j'émettrais, en dehors du titre, qui effectivement ne correspond à aucune réalité, tant pour F de Souche que pour le Salon Beige que pour les autres exemples qui sont donnés dedans, la critique que j'émettrais plutôt sur leur ouvrage, c'est d'être pas assez critique à l'égard de l'objet de leur étude. C'est-à-dire d'en rester à, finalement, une narration descriptive, sans pousser la réflexion sur
à quoi ça sert, comment ça travaille, qu'est-ce que c'est exactement, sans dire que le travail de réinformation, finalement, est une belle invention, une géniale invention sémantique de Jean-Yves Le Gallou, mais qui ne correspond à strictement aucune réalité. Je suis d'accord avec le début de la phrase, mais pas avec la fin, bien Tiens, entendu. étonnant. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Oui, dans réinformation, il y a information. On réinforme pour, par-dessus une information qui C'est la serait, deuxième couche d'information, en fait. biaisée, mettre une information qui serait finalement exacte en ayant rectifié la première. Or, je ne vois à peu près nulle part où c'est fait sur le plan des faits. Dans l'analyse, oui. Dans l'analyse, il y a une lecture, il y a dans cette réinfosphère une lecture critique du traitement médiatique, une analyse et l'expression d'un autre point de vue. Mais je ne vois pas où le travail journalistique est fait qui permettrait d'exciper du terme de réinformateur. Je peux vous répondre? Oh, mais je Bien vous en sûr. prie. En dehors de la géniale invention, bien entendu, sur laquelle je n'ai Voilà. vraiment rien à Rien à redire. Non, je crois qu'il y a trois choses dans la réinformation, si on veut faire simple. Il y a la désoccultation, c'est-à-dire faire connaître un fait qui est caché, qui resterait caché. Je vais citer un exemple de désoccultation, un exemple récent de désoccultation. Il y a la désoccultation. Il y a ensuite la présentation polyvalente d'un événement, ou la présentation d'un événement sous plusieurs angles. Je prends un événement de politique internationale, je ne dis pas que le point de vue russe est plus juste que le point de vue américain, dans l'absolu, mais je dis qu'il ne peut y avoir de véritable information que si on connaît de manière équitable le point de vue russe, le point de vue américain, de même que sur la guerre de Syrie, on ne peut avoir une information après complète que si on a le point de vue des opposants à Assad, mais aussi le point de vue du gouvernement syrien. Donc, premier aspect, la désoccultation. Deuxième aspect, la pluralité. Des points de vue différents, faire entendre des points de vue différents. À partir du moment où on fait entendre des points de vue différents, eh bien, au fond, après, c'est à chacun de se faire une opinion. Troisième élément, la hiérarchisation de l'information. Parce qu'il y a des événements qui vont faire la une et des événements qui vont faire des entrefilets. Là, il y a un problème de rééquilibrage. Et puis, il y a quand même, pardon de le dire, il y a aussi la dénonciation du bobard proprement dit, c'est-à-dire du mensonge avéré, répété. Je vais deux exemples sur le mensonge avéré, répété. Tous les médias mainstream ont déclaré, en septembre 2015, raconter qu'il puisse y avoir des terroristes parmi les migrants, c'est-à-dire les étrangers illégaux qui arrivaient, c'est un fantasme. On a vu 2 mois après, au Bataclan, que c'était pas un fantasme, mais c'était une réalité. Ça, c'est un bobard. Et un bobard systémique, parce que tout le monde le reprend. Oui, et puis enfin, la désoccultation, je prends un exemple tout à fait récent. Il y a eu un migrant un irrégulier étranger, qui a agressé sexuellement une femme à Arzon, dans le Morbihan. Silence radio des médias officiels. 3 jours après, l'affaire a été sortie par Brésinfo, qui est un média de réinformation, qui a sans doute bénéficié d'une information d'un lanceur d'alerte. Et l'affaire n'a été connue que parce qu'il y a eu la réinformation. Sur la pluralité de l'information, je ne la vois pas très bien dans la réinfosphère, mais passons. Mais parce qu'elle donne d'autres points de vue. La hiérarchisation, oui. Et c'est le principal travail de ce que vous appelez la réinfosphère, c'est effectivement de mettre le zoom sur les thématiques qui lui tiennent à cœur et d'opérer une hiérarchisation qui fait penser, quand on lit par exemple F de Souche, qu'on est dans une situation tout à fait effroyable au quotidien, qui n'est pas non plus conforme à la réalité.
Je veux dire par là, Vous êtes en train de dire, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est de la contre-information. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est de la contre-propagande. Ou de la désinformation à l'envers. Non, non, de la désinformation à l'envers, non. Mais la réinfosphère est une arme dans la guerre idéologique que mène la droite contre la gauche. Je schématise, mais alors dans ce cas-là, en gros, est-ce qu'on peut attribuer ces qualificatifs uniquement à la réinfosphère ou tout simplement à la presse en général et à tous les médias, puisque finalement c'est l'inverse qui se produit avec les médias du système qui eux font la guerre à la droite. Je veux dire que de la même manière que la presse mainstream prétend être objective alors qu'elle est la plupart du temps engagée, militante, la réinfosphère se part d'objectivité, voire de neutralité factuelle, alors qu'elle est tout aussi engagée, tout aussi militante. Oui, mais elle a une action de rééquilibrage. En tout cas, moi, il y a une chose que je condamne absolument, et je dois dire dans chaque émission et média, je le dis, il ne faut pas relayer de fausses informations. Ça peut être tentant de relayer. Là, on est dans la propagande. Et il y en a beaucoup. Oui, mais ça. Il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas la relayer. Elle n'est pas sur les sites principaux. Maintenant, le type qui est tout seul dans son coin, qui renvoie quelque chose ou qui bricole des images, ça peut arriver. Mais les grands sites de la réinfosphère sont extrêmement vigilants sur la vérification de l'information. D'ailleurs, un site comme De Souche, il est pris de travers, il publie des milliers d'informations par an, et peut-être une fois sur les 2000 ou 3000, il va se tromper. Mais franchement, c'est très difficile. Moi, je dois vous dire, je censure beaucoup de choses exactes par crainte de relayer quelque chose qui ne le serait pas. Voilà. F2 Souche relaye effectivement 99,9% d'informations exactes et peut-être 100%, tout simplement parce qu'il relaye 99,9% de choses, de contenu produit par des journalistes. Qu'il vérifie, mais si vous voulez... Non, qu'il ne vérifie pas. Pas. Mais en toute hypothèse, là, le problème dans la hiérarchisation... Là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème déontologique, qui est que à la fois, dans la réinfosphère, on crache sur les journalistes. Le discours dominant dans ces milieux-là est de dénoncer les journaleux, voire les journalopes. Tous valaient... Bon, disons pas bien sûr. Tous valaient du système. Et dans le même temps, avec quoi alimente-t-on ces sites ? Parce qu'il faut bien du contenu. On les alimente par du contenu fait par des journalistes, de la presse, des journalistes vendus à la presse du système. Contenu quand, au passage, on pille, c'est gratos. Non, pille pas, c'est gratos, on le paye avec ses impôts. Voilà. Donc moi, si vous voulez, quand je reprends une information d'un journal subventionné, ou d'une radio, une télévision qui a des droits d'antenne grâce à l'État, qui bénéficie d'un bien public grâce à l'État, je ne pille pas, je récupère une modeste part de mes impôts. Et je vais vous dire, quand vous dites ici... C'est une notion intéressante de la propriété privée, du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Mais le droit d'auteur, c'est une invention qui est très, très critiquable, qui est une invention du XVIIIe siècle des Lumières, et les Lumières, on va bientôt avoir la fin. Voilà. Enfin, on en a encore besoin ici, quand même, pour éclairer le plateau. Mais, si vous voulez dire... ce qui est très important, c'est la hiérarchisation de l'information. Absolument. Par exemple, un événement... il va rester dans les pages locales ou sous-locales d'un journal régional. Très peu sont occultés. Il y en a, j'en ai cité un. J'ai cité l'événement d'Arzan qui a été occulté. Mais normalement, ce genre d'événement, il va se trouver en page communale ou cantonale. Et en fonction de l'intérêt politique qu'il présentera, il va passer en page départementale, en page régionale, en page nationale ou aux 20h de TF1 ou de France 2. Eh bien, le rôle de la réinfosphère, ou d'une partie de la réinfosphère, en tout cas ce que fait De Souche par exemple, c'est aussi de De Souche, ou de ce que fait dans un genre différent le Salon Belge, sur la catosphère, c'est de porter à une connaissance plus large
un événement, d'avoir une vision, une hiérarchisation différente de l'information. Ça n'a rien de choquant. Simplement, si vous voulez, donner à la réinfosphère toutes les subventions qu'on donne aux autres, et la réinfosphère produira du contenu. D'ailleurs, la réinfosphère commence à produire du contenu. Je suis partisan, au contraire, qu'on cesse les subventions. Ah, mais moi aussi, mais c'est une autre façon. Je suis pas partisan qu'on donne des subventions mais la réinfosphère commence à produire du contenu. TV Liberté produit du contenu. Boulevard Voltaire produit du contenu. Pas assez, bien sûr. Mais c'est une Boulevard affaire. Voltaire produit des interviews politiques. Boulevard Voltaire a rapporté les événements qui se sont produits à Calais quand il y a eu une manifestation que le général... Contenu, mais vous reconnaîtrez que l'essentiel du contenu de Boulevard Voltaire, c'est de l'opinion. Mais bien sûr, bon. mais il commence à produire du contenu. Le problème, c'est que le contenu, ben oui, ça coûte cher. Bon, Paul Émiat, dont c'est pas la vocation principale, a produit un documentaire sur la dissidence corse. 20 minutes de documentaire, je pense, assez objectif, avec un angle, effectivement, c'est la dissidence, mais assez objectif. Grandchamp a interrogé le maire de Cisco, qui est un maire de gauche, radical de gauche, qui a dit ce qu'il avait à dire. Il a pu s'exprimer, il n'a pas été censuré, etc. Mais évidemment, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Un documentaire, ça coûte 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Avec les moyens de la réinfosphère. Si vous faites ça sur les chaînes publiques, c'est 10 fois plus élevé. Donc, la réinfosphère commence à produire du contenu. Pas assez, c'est vrai, mais c'est un problème d'argent, quoi. Et pour relancer le débat, peut-être quand même, il faudrait préciser que la majorité des journalistes se basent quand même essentiellement sur les dépêches AFP, l'agence France Presse, et qu'eux-mêmes reprennent un premier contenu avant d'écrire leur papier. Alors là, on aborde un autre sujet qui est celui des moyens et de la rapidité. En fait, celui de la productivité. Un des gros problèmes de la presse française est que il n'y a plus... Les journalistes n'ont pas les moyens de faire leur boulot correctement. Ils sont coincés à la fois par la chaîne hiérarchique qui leur demande de produire du contenu, par la rapidité de l'information qui leur impose via la chaîne hiérarchique de produire du contenu tout de suite parce que tu as vu le site à côté a sorti cette info et nous on l'a pas. Bon, donc on se recopie et on n'a absolument pas le temps de vérifier. Et je ne connais à peu près aucun journaliste dans quelque rédaction que ce soit, qui soit heureux, satisfait du journal dans lequel il travaille. Je parle presse écrite, que je connais pas mal. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont obligés de travailler dans l'urgence sans avoir les moyens de travailler. Il y a quelques journalistes qui arrivent malgré tout à produire, mais ils sont tellement pressurés. Ils ont quand même 1000 fois plus de moyens que la réinfosphère. Hein. Oui. Hein, mais c'est le même problème dans la réinfosphère où le bénévolat n'est pas satisfaisant que dans les médias dits mainstream ou que dans des médias dits politiquement incorrects où là on n'a pas plus de moyens et on doit travailler tout aussi difficile. Le journalisme, je l'ai connu j'ai commencé il y a 30 ans. C'est quelque chose qui, normalement, prend du temps. On va au contact, on s'imprègne, on regarde, on écoute. Les journalistes en ont un peu joué aussi, parce qu'on connaît des éditorialistes, etc., qui, en gros, passent leur semaine à écrire un édito par numéro, quoi. Alors, je vous parle de journalistes, c'est peut-être un des travers aussi de la réinfosphère, de vouer aux gémonies l'ensemble de la profession, en ayant braqué les projecteurs sur une caste qui est celle des éditorialistes, en fait. Oui. De ceux qui ont fait leur carrière de journalistes, qui sont devenus éditorialistes, et on braque les projecteurs sur eux en disant « Regardez ce qu'ils disent, c'est scandaleux, etc. » Derrière ça, vous avez des milliers de mecs qui bossent et qui font plutôt bien leur boulot. Pas tous. Je veux dire que j'habite en province et que je suis particulièrement effondré lorsque je vois le niveau de la presse de province. Beaucoup plus que de la presse parisienne. Je vous en prie. Sur l'information, sur la presse de province, sur un sujet extrêmement important, qui a eu un impact politique considérable, puisqu'il a contribué à l'élimination d'Alain Juppé, de la primaire de la droite, sous le sobriquet d'Ali Juppé.
Eh bien, derrière ce sobriquet, il y a un travail réel fait par la Réinfosphère, fait par les sites locaux de Bordeaux, fait par le site de l'Observatoire de l'islamisation, qui ont donné toutes les informations et qui ont porté à la connaissance d'un public large toutes les informations sur les projets de mosquée de Bordeaux, sur les liens de Juppé avec l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, sur les liens de Tarek Obrou avec l'Union de l'organisation des organisations islamiques de France, etc. Tout ça qui a eu un rôle politique finalement assez déterminant, est venu essentiellement de la réinfosphère et d'une réinfosphère bénévole, pendant que les gens payés n'ont pas fait le tiers ni le quart du même boulot. Voilà. Oui, et je parle à un homme du Sud-Ouest. Absolument, j'ai vécu à Bordeaux et j'étais à l'origine de la première mobilisation contre la grande mosquée de Bordeaux. Voilà. Et en même temps, je vous réponds que vous me donnez un argument qui valide la thèse selon laquelle la réinfosphère est en fait un outil de combat politique. Alain Juppé gagne le surnom d'Ali Juppé. Oui, il l'a gagné sur ce plateau. Alors que Bordeaux est peut-être la seule grande ville de France où il n'y a pas de grande mosquée. C'est pas à cause de son maire. C'est-à-dire que la réinfosphère réussit à diffuser à travers toute la France l'idée que Alain Juppé est complètement entre les mains des organisations musulmanes, voire des organisations islamistes, alors que sa ville est celle qui n'a pas accordé de grande mosquée. Il a tout fait pour qu'il y en ait une. Il a décoré Tarek Obrou de la Légion d'honneur, alors qu'il s'agit d'un militant de l'UOIF qui veut imposer la charia. Il l'a décoré de la Légion d'honneur. C'est pas vous, c'est pas moi qui a les positions de Tarek Obrou, et Dieu sait que je le connais, que je me suis affronté avec lui, que je l'ai interpellé en réunion publique. Les positions de Tarek Obrou, vous savez comme moi, aujourd'hui, ne sont pas celles-là. Parce qu'il faut procéder par étapes. Après, il y a peut-être un double discours. Il y a peut-être la taquia, il y a peut-être des arrière-pensées, il y a peut-être une autre volonté, mais son discours n'est pas seul. Il n'y a pas de débat aujourd'hui des paroles antérieures. On va peut-être pas faire un débat sur l'islamisme ou non de Tarek Obrou. Mais en tout cas... Mais ça montre en tout cas la force de cette fachosphère, réinfosphère, dont il faudra trouver un nom pour la baptiser correctement. Ça montre sa puissance, parce qu'elle réussit à imposer un surnom qui ne correspond pas à la réalité, à la France entière, et à peser sur le scrutin du premier tour de la primaire. Quand Juppé parle d'identité heureuse, c'est un acte de soumission. C'est pas un acte de... on s'en félicite dans un combat politique. Bien oui, mais évidemment, le combat politique est appuyé sur des faits. Les faits, c'est le projet de construction d'une grande mosquée, d'une taille exceptionnelle. Qui n'a pas eu lieu. Non, pas à cause de Juppé, parce qu'il y a eu des recours. Je pense qu'elle aura lieu plus tard, peut-être parce que Juppé était d'accord pour donner un terrain gratuitement. Juppé était d'accord pour donner des subventions. Juppé était d'accord pour remettre, il l'a fait, la Légion d'honneur. Donc tout ça sont des faits. Et du coup, qu'est-ce que vous sous-entendiez, Bruno Larebière, qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas deux poids deux mesures, ou justement qu'il y avait deux poids deux mesures, qu'on avait frappé de plein fouet Alain Juppé, alors que c'était la seule ville où il n'y avait pas de grande mosquée? Ouais. Je trouve ça paradoxal. Il n'y avait pas de grande mosquée, mais justement, il était en train d'en construire une. Non, ça a échoué. Il n'est pas en train d'en construire une. Il voulait en construire une. Il n'est pas en train d'en construire une. Si vous voulez m'amener sur un terrain politique, je me réjouis de la déculottée d'Alain Juppé. C'est pas ça le problème. d'Ali Juppé. Je reste juste, j'essaye juste de rester sur la question, sur celle des faits et des faits qui ont été de ce qui a été propagé. Parce il y a une certaine distorsion entre la réalité et les éléments propagés. Il y avait l'octroi d'un terrain, il y avait l'octroi de subventions potentielles, il y avait l'octroi de la Légion d'honneur, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de faits. Beaucoup de faits. Alors on va peut-être passer à une question plus, objective. Pour vous, quelle est cette distinction, quelle distinction pourrait être faite concrètement entre les médias dominants, entre guillemets, et les médias de la réinfosphère? Qu'est-ce qui les distingue concrètement, mis à part la teneur des informations? Des moyens financiers de 1 à 1000 ou de 1 à 10 000 ou de 1 à 100 000, je ne sais pas. Donc beaucoup moins de moyens, beaucoup plus de participation
parce que la réinfosphère, il n'y a pas de moyen, mais c'est des tas de gens qui relaient des informations. Voilà, donc ça c'est précieux. Et puis c'est une vision alternative ou complémentaire à la pensée dominante. Et donc ça a introduit un élément de rééquilibrage. Je dis pas d'ailleurs. Moi je peux admettre que des idées. Votre question était quelle différence entre les médias mainstream et la réinfosphère? Concrètement, vraiment factuellement. Concrètement, je veux vraiment parce que là je comprends. Je vois pas où veut nous emmener Jean-Yves Le Gallou. Des journalistes. Et des journalistes, tout simplement. C'est-à-dire des journalistes qui savent prendre leur téléphone, par exemple. Alors, prendre un exemple. L'OGIM, je sais même plus ce que ça veut dire. L'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Voilà. Alors, ça donne des leçons de journalisme. Il y a des portraits de journalistes connus de gauche. Je dirais, ils sont. C'est difficile d'en trouver de droite. La profession est quasiment. Je suis pas là pour les défendre, mais c'est très bien. Et puis, ça me fait des vacances. C'est un peu un pléonasme. Ça me fait des vacances. C'est bien de faire des portraits. C'est assez simple de les faire en allant voir ce qu'il y a sur Google, sur ces journalistes-là. C'est pas si simple parce qu'il faut remonter. Oui, c'est ça. Il faut aller au-delà de la 3e page, il faut aller à la 15e ou à la 20e page de son moteur de recherche. Et alors, manifestement, c'est extrêmement compliqué de prendre son téléphone, d'appeler le mec sur lequel on travaille, et de lui dire « Bonjour monsieur, voilà où j'en suis, est-ce que vous pouvez m'accorder 10 minutes pour vérifier 2-3 faits ?» Alors ça, jamais. Alors déjà, jamais. Et en prime, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ne le font pas? La lecture simple de ce site m'établit qu'ils ne le font pas. D'autre part, l'OGIM fait exactement à l'égard de ses adversaires, parce qu'on est encore une fois dans le combat politique, de ses adversaires politiques, que je suppose que c'est les gens qui font ça, ne supporteraient pas qu'on leur fasse. Je veux dire par là que le reproche tout à fait justifié qui est fait à la presse est de vouloir essentialiser les gens, de les figer sur la période de leur jeunesse. Par exemple, Longuet est facho parce que Longuet, jeune, était facho. Or, quand le GIM trouve que X, quand il était jeune, était à la Ligue, ou était Mao, ou était à l'Union des étudiants communistes, il est estampillé. Et le coup de fil, le coup de fil permet notamment de voir avec l'individu concerné, par rapport, de lui parler de son évolution politique, de vérifier tous les éléments sur le déroulement de sa carrière, du factuel, puis de discuter avec lui. Et il y a quand même très peu de chances, une chance infime, que le mec aujourd'hui a 50 ans et les mêmes idées il n'a peut-être pas les mêmes idées, mais il a les mêmes méthodes. Quand Michel Field est nommé directeur de l'information de France Télévisions, c'est pas totalement inintéressant de savoir qu'il vient de la Ligue communiste révolutionnaire. Maintenant, faut pas le réduire à... Faut pas faire de la réduction. Et même des comités d'action lycéens en 73. Mais c'est un élément. À partir du moment où c'est intéressant de savoir que Longuet, ce que j'ignorais, avait été à Occident il y a 50 ans ou 60 ans, c'est pas inintéressant de savoir que Michel Field était à la NCR. Je suis désolé. Voilà, c'est de l'information. On n'est pas obligé d'en tirer des conclusions. Vous savez, Ménard a été à la Ligue communiste révolutionnaire aussi. Bon. Voilà, ça n'empêche qu'il tient aujourd'hui un discours que globalement je trouve très bon et très courageux. Ménard est allé travailler au Qatar et ça c'est assez peu mis en avant. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes méthodes. Alors, finalement, si je dois résumer un peu, parce qu'on arrive, on va arriver à la l'information sur les amis et on fige l'information sur ses adversaires. Bon, si je dois résumer, comme on arrive un petit peu à la fin de ce débat, on a l'impression, Bruno Larrebière, que ce que vous reprochez en fait aux journalistes, que vous n'appelez pas journalistes d'ailleurs, de la réinformation, c'est tous les travers que la réinfosphère reproche aux journalistes du système. C'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas leurs sources, ils vont trop rapidement à travailler. Bon, finalement, on est d'accord, puisque tout le monde a les mêmes défauts, on est tous des informateurs. Ça crée de l'équilibre.
Non, mais je pense effectivement qu'il faut essayer. Moi, je suis partisan d'une certaine professionnalisation de la réinfosphère. Mais, si vous voulez, je sais très bien, moi je me suis occupé pendant un certain nombre d'années du bulletin de réinformation de Radio Courtoisie. Je sais tous les défauts qu'il pouvait avoir, bien sûr, mais il faut voir que comment on faisait, on avait des jeunes gens ou des jeunes filles volontaires qui venaient, on leur donnait, en 2 heures, on leur donnait les principales choses à faire, les principales erreurs à éviter. C'est évidemment insuffisant. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait comme ils le devraient, tout simplement par manque de moyens, manque de temps pour former les gens. Moi, je suis d'accord pour professionnaliser un peu tout ça. Mais on ne va pas pouvoir passer par les écoles de journalisme actuelles. Il en faudrait d'autres. Mais il y a des règles à appliquer, effectivement. Il y a des règles à appliquer, notamment la vérification de l'information, c'est absolument évident. La pluralité, la réinfosphère se veut révélatrice des carences de la profession. Je pense qu'elle en est au contraire une caricature inversée, et que si la réinfosphère ou fachosphère est révélatrice de quelque chose, c'est beaucoup plus des carences en propagande du Front National que des défaillances tout à fait réelles de la profession. La réinfosphère fait le boulot. La réinfosphère fait le boulot que le Front National ne sait pas faire ou ne veut plus faire sur des thématiques qu'il a abandonnées, comme l'immigration, l'islamisation, la défense de la famille. C'est peut-être un peu court là ce que vous racontez, parce que finalement ça sera considéré que tous les médias de réinfosphère seraient le relais du Front National. Non. Je dis qu'ils font un boulot dans un domaine que le Front National a abandonné, que ce travail, les carences en propagande du Front National. Oui, absolument, que ce travail profite au Front National électoralement, et que au final, les animateurs de la réinfosphère occupent le terrain que le Front National ne veut plus occuper. En somme. Oui, je pense qu'ils seront les harkis du Front National, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais ça, d'abord, ça ne se réduit pas ni à l'islam, et puis, je veux dire, on peut combattre l'immigration, l'islamisation, indépendamment du Front National. Il y a des manifestations qui sont organisées partout où il y a des foyers de clandestins qui sont implantés, qui n'ont rien à voir avec le Front National. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, la réinfosphère a joué un rôle très important autour de tout ce qui est la manif pour tous, notamment à travers le Salon Beige. On ne peut pas dire que ce soit le combat principal du Front National, même si des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen et Nicolas Bay se sont investis là-dessus. Ça ne me semble pas être le combat principal de Florian Philippot, par exemple. Alors j'ai mal compris la scène, mais donc ça déborde d'autres sujets. Je pense que la réinfosphère, elle peut aussi travailler sur la critique de sujets écologiques comme les éoliennes, où il y a beaucoup d'informations qui sont parues sur les éoliennes. Là, on est tout à fait dans un sujet différent, qui viennent beaucoup plus de la réinfosphère que des médias officiels qui sont tenus à la fois par le politiquement correct écologique et puis par les intérêts financiers, il faut bien le dire aussi, quoi. Donc il y a beaucoup d'autres sujets. J'ai cité les éoliennes, je pense que je pourrais citer d'autres thèmes aussi. Le sujet de la santé, par exemple. Le sujet de la santé aussi, bien sûr, oui. Bon, irréconciliable, la réinfosphère n'existe toujours pas ? Je resterai lecteur des sites de la réinfosphère. Eh ben voilà un bon propos. Mais tout à fait, qui sont pour moi une excellente base documentaire. Voilà. Si j'ai besoin de documentation sur l'immigration, l'islamisation, la sécurité, je vais sur F2Sous. Si j'ai besoin de documentation sur des sujets avec un regard catholique, les repérer, je vais sur le Salon Beige, bien évidemment. Mais ce sont des bases de données, de documentation, mal, hein. avec un regard tout à fait intéressant. Anglais. Voilà. Pour ça, il n'y a aucun problème. Pour le reste, pour tout ce qui est fait, journalisme, là, je dis non. Il commence à y avoir des médias locaux. Je pense au site Brésinfo, qui est le plus... Mais il y en a d'autres. Il y a Languedoc Info, il y a Littoral, Actu Littoral, il y en a quelques autres, mais il y a Info Bordeaux aussi. Mais à mon avis, celui qui fait le plus
Qui est installé depuis plus longtemps, d'ailleurs. Qui existe depuis plus longtemps. C'est Brésinfo. Mais Brésinfo, à ma connaissance, pour le moment, c'est un permanent. Puis il y a un certain nombre de bénévoles qui travaillent 3/4 de leur temps. Mais c'est un professionnel. Un bon professionnel. C'est déjà bien. Mais c'est très peu. Si vous regardez ce qu'a Brésinfo, ce que sort Brésinfo, ce que fait Brésinfo, au regard des moyens qu'ont le Télégramme, Presse Océan, Ouest France, et au regard des subventions que les contribuables versent à ces organes de presse, mais on a des rapports incroyables. Donc il y a un problème effectivement de répartition des moyens. Soit de suppression des moyens des nuisibles, soit de meilleure répartition. Je ne connais pas le fonctionnement de Brésinfo, mais vous m'apprenez qu'il fonctionne avec un journaliste salarié et d'autres personnes. C'est ce que j'en sais. Mais, bon, mais c'est pas assez quand même. Ah mais bien sûr. Mais il fait un travail formidable. Vous reconnaissez que le fait d'avoir un journaliste, ça peut aider. Ah mais bien sûr, mais ça c'est le problème de la professionnalisation. Simplement, l'atout formidable de la Infosphère quand même, c'est l'immense réseau de collecteurs d'informations bénévoles qui envoient ça sur les réseaux sociaux. Après, il faut vérifier bien sûr. Mais il y a beaucoup d'informations justes aussi. Là, on a parlé beaucoup des bénévoles et de tous les contributeurs de tous bords dans la Réinfosphère. Il y a quand même des journalistes dans la Réinfosphère. On a l'impression que vous l'ignorez, Bruno Larobière. J'en connais peu, j'en vois peu. Ici, je n'incluais pas TV Liberté dans la Réinfosphère. Vous êtes bien urbain. Bon, messieurs, on se quitte sur ces mots. Merci beaucoup. Merci à vous.